La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, bien positionné pour animer ce podcast avec un léger décalage, un vrai décalage parce que plus de 24 heures, on va dire ça comme ça, puisqu'il s'agit de l'émission, le talk show de Big NBA Show, que nous diffusons en direct live sur WhatsApp. Donc voilà, on n'oublie pas d'envoyer un big up à tous nos fans, tous les auditeurs qui sont régulièrement connectés et qui nous suivent. On en profite aussi pour adresser nos sincères excuses pour le talk show. Nous aurions dû diffuser notre podcast de Big NBA Show hier, dans la journée à partir de minuit aujourd'hui, mais on n'a pas pu enregistrer hier soir tout simplement parce qu'on a eu des grosses coupures liées à Internet, comme je vous l'avais expliqué. Le studio Radio Basket est basé à Douala au Cameroun, donc on est obligé d'être victime des coupures, donc parfois des coupures de courant, des coupures d'internet, etc. Donc c'est des choses qui arrivent et on est obligé de s'adapter et de relancer la machine dès que possible. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu émettre hier. Mais voilà, nous sommes là pour The Big NBA Show et vous l'avez compris, c'est bien Oncle Phil Basket sur le parquet de la Radio Off et je suis bien accompagné par le Doc ONP qui est avec nous sur le parquet. Le Doc ONP, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous portez bien. On est bien content de la faire cette émission, dit avec un léger décalage, mais on est là. Voilà, on est là, on est bien positionné pour ce talk show. Alors, je disais donc, je vais donc annoncer le programme de Big NBA Show. J'avais publié dans la journée programme pour le débat, pour le sujet d'aujourd'hui, puisque le principal sujet concerne la place de Russell Westbrook dans l'histoire de l'NBA. On vous pose la question pour vous, quelle est la place de Russell Westbrook dans l'histoire de l'NBA? Vous savez que c'est un mec véritable, c'est un joueur véritablement à part. Lorsque l'on parle de MVP, de meilleur meneur, de meilleur scoreur, de meilleur rebondeur même, le nom de Russell Westbrook n'est jamais très loin. Donc pour ce soir, on va se poser la question, d'autant qu'il a réagi sur cette discussion concernant le titre de MVP, le titre de champion NBA. On va revenir sur ses propos et puis on va discuter un petit peu du marsupilami, le mutant Russell Westbrook, extraordinaire joueur. Il faut quand même le rappeler. Donc on va parler de Russell Westbrook, c'est le dossier principal. Oui, le Doc, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Oui, là, je t'entendais plus, ça avait coupé, Oui, j'annonçais le programme en disant qu'on va parler de... Le sujet principal, c'est le débat sur Russell Westbrook. On donne notre avis sur sa place, la place qu'il a dans l'histoire de l'NBA. Donc, on va un peu parler de lui. On va faire le point sur lui, sur Russell Westbrook dans la dernière partie de cette émission. C'est le sujet principal. Ensuite, on va un peu rentrer dans le côté émotionnel aussi de la NBA. On va parler un petit peu de Norman Powell. Norman Powell qui s'est exprimé dans The Players Tribune. Il a écrit une très très belle lettre à l'attention des fans des Raptors et des Blazers de Portland. Donc on va lire cette lettre. Je l'ai lu, je l'ai relu. Je trouvais très 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 intéressante. Elle est bourrée de petites anecdotes dont on ne sait pas forcément. Donc on va partager avec vous les pensées de Norman Powell et sa nouvelle vie
aux Blazers de Portland. On n'oublie pas aussi les quelques news que l'on va partager avec vous, notamment du côté des Clippers, puisqu'on va aussi parler de la nouvelle signature des Clippers Doc ONP. La nouvelle signature des Clippers. Allô? Allô, le Doc? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, encore. Lui, la signation Clippers, on va en parler, j'ai dit. On va en parler. Rajoute, petit souci de connexion avec le Doc. Le Doc, est-ce que tu m'entends bien? Petit souci de connexion avec le Doc. Non, mais c'est bon. En fait, j'ai fait D'accord. D'accord. J'essaie de t'appeler sur WhatsApp plutôt, peut-être, non? Si tu veux, il n'y a pas de souci. Ok. Je vais essayer. Alors, on va se reconnecter avec le Doc et puis le temps de se reconnecter avec le Doc, on va enchaîner avec la première partie Talk Show de Twitter NBA, de Twitter Player Show. Hein, c'est cette première partie où on fait le point sur les prises de parole des joueurs de l'NBA des dernières 48 heures. Donc restez bien connectés, on enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà les amis, donc c'est parti pour ce live de Big NBA Show. On rappelle un live disponible exclusivement sur WhatsApp. Donc si vous souhaitez nous rejoindre pour ce direct, vous pouvez nous rejoindre à travers WhatsApp. Pour ça, vous envoyez simplement un message au numéro Radio Basket WhatsApp 00237 652 454 997. Vous envoyez un petit message, vous envoyez un faux NBA tout simplement. C'est le code pour rejoindre le groupe dédié à la diffusion des podcasts Radio Basket sur WhatsApp. Mais vous pouvez aussi rejoindre le direct avec moi et le Doc ONP. Allez, on va enchaîner avec la première partie de ce talk show. Je vais commencer par lancer le Doc ONP on commence avec les news. Le Doc ONP, on va parler des Clippers de Los Angeles. Tu m'entends toujours, le Doc, hein? Je vérifie la liaison. Oui, j'entends très bien. Super. Donc on parle donc de DeMarcus Cousins qui signe donc avec les Clippers. On rappelle l'info officielle, c'est selon ESPN, les Clippers qui discutent donc actuellement avec DeMarcus Cousins sur la base d'un premier contrat de 10 jours. La signature devrait être effective la semaine prochaine et The Athletic est beaucoup plus affirmatif que ESPN puisqu'il précise que le pivot va s'engager avec les Clippers. Et pour l'instant, il suit le protocole sanitaire. On rappelle en début de saison, DeMarcus Cousins devra faire ses preuves et tenter de décrocher un contrat jusqu'à la fin de la saison. Pour cela, il lui faudra enchaîner 3 contrats de 10 jours de suite, synonyme de CDD jusqu'à la fin de la saison. On rappelle aussi qu'il a été plusieurs fois gravement blessé. DeMarcus Cousins avait effectué un retour plutôt correct aux Rockets, même s'il n'a plus la puissance et la mobilité de ses années aux Kings de Sacramento. Aux Clippers, il retrouvera Rajon Rondo, son ancien coéquipier aux Pelicans, mais aussi Patrick Patterson, formé comme lui à Kentucky, et il devrait reprendre le rôle tenu par Joakim Noah la saison passée et sera donc la doublure d'Ivica Zubac et de Serge Ibaka. Le Doc ONP, une réflexion sur cette nouvelle acquisition de DeMarcus Cousins. Il est toujours là. En tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'il peut toujours jouer aux Clippers. Pourquoi pas? Comment est-ce que tu réagis, le Doc? Oui, en fait, on se demandait pourquoi lui, ces derniers temps, dans la trade deadline, pourquoi lui, son nom n'était pas évoqué. Bon, la chance qu'il a, c'est d'être libre, donc de s'engager à tout moment. Donc, la boucle est bouclée dans tous les 20 ans libres qu'il y avait. La boucle est bouclée et je trouve très intéressante dans la bagarre de Los Angeles, même si Boston
qui s'est débarrassé de Ty et qui a pour l'instant Tristan Thompson malade, va souffrir parce que Boston s'est débarrassé de Ty et n'a plus rien à l'intérieur. Ils doivent compter sur le petit Williams, Robert Williams. Donc, bon coup pour les Clippers, qui, avec Ibaka qui joue en 5, alors que c'est pas trop son poste. Donc, ils auront enfin de quoi combler leur présence au rebond. Parce que je pense qu'ils demanderont pas beaucoup à DeMarcus, juste de venir faire souffler Zubac et de très belles manières, parce qu'on a vu qu'à Houston, il était encore capable. Donc tu y crois encore à DeMarcus Cousins, le Doc? Non, mais je crois qu'il peut aider. Je crois qu'il peut aider. À Houston, qui était dans excusez-moi l'expression, dans la merde un petit peu. Il avait des stats de près de 10 points, quelques rebonds. Et sur certains matchs, il a dérangé pas mal. Il a toujours son petit tir extérieur. Donc, mais Houston était tellement mal que c'est comme si on jugeait Oladipo et John Wall sur le Houston actuel, ce qui serait une erreur. Donc, Oladipo va commencer ce soir à Miami. On verra bien. Est-ce que l'atmosphère autour de Houston n'était plus faite pour DeMarcus? Est-ce que dans une équipe qui a certaines garanties, il va se sentir mieux? Je crois, mais la chance qu'il peut avoir dans cette équipe, c'est qu'on n'attend pas de lui d'être un leader. À Houston, avec les blessures des autres, on lui a demandé beaucoup. Parce que Houston avait beaucoup de blessés. Eric Gordon tout le temps blessé. John Wall ne peut pas faire de back-to-back. Oladipo non plus. Donc, on lui demandait beaucoup. Là, il va se retrouver dans une équipe où on va lui demander de faire souffler Zubac, ou Ibaka peut prendre le relais en 5. Donc, c'est vraiment le type de joueur à qui on va dire, écoute, on a besoin de toi parce que on veut que quand les titulaires soient au banc, que tu puisses contrôler la deuxième unité avec l'un des titulaires. On voit bien que les Clippers donnent la chance à Luke Kennard actuellement. Luke Kennard leur montre qu'en fait, il n'est pas fini depuis les 3. Et ils donnent la chance à Reggie Jackson. Parce que quand ils font partir un Lou Williams, c'est parce qu'ils ont des certitudes que Luke Kennard et Reggie Jackson peuvent apporter les points, parce que c'est quand même 18 points. 17-18 points qu'ils ont laissé partir avec Lou Williams. Donc maintenant, ils se disent, Luke Kennard, Reggie Jackson peuvent step up. Donc je me dis, pourquoi pas DeMarcus Cousins dans cette atmosphère puisse apporter en sortie de banc 8 à 10 points, 7 rebonds. On sait bien qu'au niveau passe, il a de bonnes mains, même si ce n'est que 2-3 passes. Ça permet quand même, un peu à l'instar des Lakers de l'année dernière, si tu te rappelles. Dwight Howard, il n'était pas là pour amener du grand Dwight Howard, mais pour amener quelque chose en sortie de banc. Et je me dis, dans ce cadre-là, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Sur ce point, je suis d'accord avec toi, même si les craintes que moi j'ai personnellement sont toujours liées à la forme de l'homme. C'est vrai qu'il y a toujours cette crainte qu'il se blesse, mais comme tu l'as dit, il n'aura pas un très gros temps de jeu dans cette équipe. Il aura juste ce qu'il faut, on va dire ça comme ça, pour apporter sa pierre à l'édifice de cette fin de saison pour les Clippers. Et je pense que, comme toi, je pense qu'il a encore, bien entendu, il a l'expérience, il a le talent. C'est DeMarcus Cousins quand même. Faut pas l'oublier, même si ce n'est plus le the Beast of the Kings of Sacramento. C'est plus ce joueur-là. Ça c'est sûr. Mais bon, il peut toujours apporter certainement. On peut dire, tu as parlé de Joachim. Il peut apporter un peu plus. En tout cas, on attend de voir comment ils pourront l'intégrer et puis juger sur pièce. Donc c'est comme ça. Oui, effectivement, je pense aussi. Voilà. On va donc enchaîner. Donc on attend de voir comment ça va se passer. En tout cas, on pense que c'est un bon move. C'est un bon move. Cette arrivée de DeMarcus Cousins du côté des Clippers. Allez les amis, on enchaîne avec ce commentaire. Alors, ça c'est le commentaire d'un joueur NBA, enfin un ex-joueur NBA, je vais dire un retraité ou nouveau retraité.
c'est comme vous le prenez, comme vous le mettez, vous le classez où vous voulez. Il s'agit de Nick Young. Nick Young, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux, il y a encore moins de 10 heures, sur le prochain MVP. Alors, il s'est amusé, bien entendu, à prophétiser un petit peu pour lui qui serait MVP, et il a déclaré donc sur Twitter, il a déclaré, si libre, alors moi je traduis directement, je vais pas lire le truc en anglais, mais je vais directement traduire ce que j'ai sous les yeux. Il dit, le doc, tu m'entends, hein? Damien Lillard qui dit, si King James n'est pas MVP, ça c'est certain que Damien Lillard va certainement remporter le trophée. Damien Lillard garde son équipe, porte son équipe malgré toutes les blessures malgré toutes les blessures qu'on retrouve dans cette franchise, et il réussit à rendre les Blazers effrayants dans cette ligue. Mais je pense quand même que même si LeBron James manque autant de matchs que James Harden lorsqu'il jouait aux Rockets de Houston, LeBron James restera toujours favori pour le titre de MVP. Ça, c'est mon message pour tous ceux qui pensent que James Harden est le MVP du moment. Voilà un peu la déclaration de Nick Young. Nick Young qui positionne LeBron James et Damien Lillard comme étant les deux favoris pour le titre de MVP. Comment est-ce que tu réagis quand tu écoutes les déclarations de Nick Young, le doc? Oui, je dis pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. C'est son opinion. Pour les insiders, même James Harden n'est pas numéro 1 pour l'instant en vote. Et James Harden est sur une pente ascendante où les gens se rendent compte que James Harden reste James Harden et que malgré ces 2 semaines de bouderie, il est en train de dire qu'il vient pas là pour compter sur Kevin Durant ou sur Kyrie Irving. Malgré la présence de Kyrie Irving, ils vont le classement des joueurs NBA. Là, on t'entend de loin. On t'entend de loin un petit peu. Essaye de voir pour ton micro. Vas-y. Mais en fait, voilà, c'est très bien. Très bien. Vas-y. Juste là, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est James Harden. James Harden, c'est le MVP du mois, là. Mais on oublie, il oublie certains, les vrais favoris. Parce que autant LeBron James a manqué, va manquer des matchs, et on ne sait pas combien de matchs. C'est ça l'erreur que lui, il commet. Tu peux pas dire LeBron James, tu sais pas si LeBron James revient dans 2 semaines ou 3 semaines. LeBron James reviendrait dans 1 mois. Je vois pas pourquoi, avec autant, tu peux pas manquer 1 mois, 6 semaines et postuler au titre de MVP. Ça, c'est impossible. Par contre, il reviendrait plus vite. Pourquoi pas? Beaucoup ont éliminé Joel Embiid pour son absence qui va durer 3 semaines maximum. Mais pourquoi LeBron James le serait plus que lui en manquant 1 mois? Ça n'a pas grand sens. Pourtant, on voit bien la valeur de Joel Embiid. Son équipe, sans lui, gagne des matchs, mais il souffre. Il souffre énormément. Et contre les grosses écuries, ça passe pas. Ils arrivent à gagner contre des petites écuries. Tobias Harris, il s'en sort. Mais on a vu, là, contre des grosses écuries, dans leur road trip, ça ne passe pas du tout. Ouais. Ça ne passe pas du tout. Donc, quelque part, je pense que on verra selon les blessures, les 2 favoris qui étaient LeBron James et Joel Embiid, selon leur retour. Mais à partir de là, Phil, on ne peut pas retirer actuellement, je suis désolé, des mecs comme Donovan Mitchell qui est sous-estimé et son équipe est numéro 1, mais surtout les performances individuelles du Joker. Ouais. Oui, du Joker. Que dit-on de Jokic qui est actuellement 5e de cette conférence? Mais attention, 5e à 4 victoires, à 4 matchs de Phoenix. Et il y a encore des matchs. Et ils peuvent rattraper avec le renfort. Denver, je ne sais pas si vous les avez vus depuis leur renfort. Il leur manquait vraiment ce qu'ils ont recruté. C'est une machine à broyer actuellement, là. Denver, c'est pas bon de les jouer. Et Jamal Murray est revenu en forme.
Aaron Gordon est rentré dans l'autre mec qui est venu du banc qui a aussi joué hier. Vas-y. En tout cas, ils ont des certitudes. Denver a des certitudes et plus que Portland. Parce que Lillard a porté l'équipe, mais il y a encore des matchs. Lillard, il retrouve Nurkic, il retrouve McCollum, mais il y a encore des matchs. Est-ce qu'ils vont finir avant ou après? McCollum est en train de prendre les choses en main pour le reposer. Mais il y a un qui est là depuis, il n'a pas connu beaucoup d'absence, c'est le Joker. Le Joker, on peut tout dire, et avec son air pato grassouillet, il ne manque même pas de match. Ouais. Il n'en manque même pas. Jamal Murray était au plus bas, il les a portés seuls. Will Barton a été blessé. Michael Porter Williams a été blessé. Le Joker est toujours là. Il y a une période où il est obligé de mettre 30 points pour que son équipe gagne. Maintenant, il fait des passes, il prend des rebonds, il est le playmaker de cette équipe alors que c'est le pivot. Donc, quelque part, c'est bien beau de me citer des noms, mais n'oublions pas le Joker et aussi le MVP en titre. Le MVP en titre qui est revenu à 3 matchs, à 2 matchs seulement de la première place. Ouais. Et que les gens ne soient pas surpris que si Milwaukee sort encore premier de cette ligue, qu'ils aillent regarder les stats que le MVP en titre fait. Il va être dans la conversation. On ne le voit pas venir, mais attention à lui. Ah, ça, c'est clair. Ouais, non, mais ça va dans le sens, c'est logique. Donc voilà. En tout cas, c'était juste pour animer cette petite discussion, cette causerie concernant le MVP Racing du côté de la NBA. Le Doc NP, on va parler retraite avec Thabo Sefolosha. Je sais pas si tu as vu ça. Thabo Sefolosha qui a donc décidé de mettre fin à sa carrière. Il a donc mis fin à cette belle carrière en toute discrétion. On rappelle que Thabo Sefolosha est le premier Suisse à avoir évolué en NBA et il a disputé son dernier match. On rappelle, c'était il y a plus d'un an. Le 8 mars 2020, sous le maillot des Rockets de Houston. On rappelle qu'il était numéro 13 de la draft 2006. Il s'était confié récemment dans un podcast sud-africain qui s'appelle Fast Break. Alors qu'il avait refusé d'évoquer ouvertement son retrait des parquets l'automne dernier, il a souligné « La retraite me convient plutôt bien, c'est un bon changement de rythme pour moi ». On rappelle qu'il est rentré en Suisse l'an dernier après avoir refusé de rejoindre la bulle d'Orlando pour conclure la saison de la NBA. Après la pause forcée due au Covid-19, il avait déclaré « Je le fais surtout pour ma famille. Cela aurait été un sacrifice d'être loin d'elle », avait-il confié aux médias Keystone ATS. Il dit « Nous avions déjà évoqué la retraite avec ma femme en fin de saison dernière, et nous avions alors décidé de rentrer en Suisse après 14 ans passés aux États-Unis. Il était temps de faire un pas en retrait », explique-t-il dans le podcast Thabo Sefolosha. On rappelle que Thabo Sefolosha fêtera ses 36 ans le 2 mai prochain. Donc NP, Thabo Sefolosha, un superbe défenseur qui nous fait son salut. Voilà, fin de carrière pour Thabo. On le salue aussi bien. Ouais. Lui, c'est vraiment particulier. J'ai une pensée pour lui dans le sens où sa carrière a viré vraiment au cauchemar. Oui. Parce que il s'est fait casser le genou, je sais plus, c'était la jambe par un policier, par un matraque d'un policier. Ouais, c'est vrai. Ce mec était un top des défenseurs qui avait de l'avenir dans cette ligue. Mais après cette injustice, il a eu du mal à revenir. On ne l'a plus jamais retrouvé. Ouais. Ah, donc, et c'est allé de descente en descente, et au point où il se cherchait, alors que c'est le type de mec qui pouvait rester calmement chez lui, son agent allait l'appeler, son téléphone allait sonner. Donc la fin a été vraiment difficile pour lui. On le voyait, il n'arrivait plus à suivre le rythme
mais son nom parlait pour lui. Il a réussi à accrocher certaines équipes, mais on voyait que c'était plus ça. Et ça, je ne sais pas si la personne qui lui a fait ce mal mesure la gravité. Parce que derrière lui, sûrement une famille, sûrement un rêve de continuer professionnel, ça devient compliqué. Qu'un joueur se casse sur le parquet ou dans l'exercice de sa fonction, c'est-à-dire de son métier, on peut comprendre, il y en a plein. Mais que par une violence policière, cela arrive, moi ça me fait très très mal chaque fois que je pense à lui. Je me dis, tout a basculé à cause d'une histoire extérieure au basket, à cause d'une histoire qui a été quasiment jugée raciale. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, j'ai une pensée pour lui. Je me dis, j'espère que il va bien vivre sa retraite. On a une forte pensée pour lui. Ouais, une belle pensée pour Thabo Sefolosha. Salut, ce super joueur. On rappelle un premier Suisse de l'histoire de la NBA. Allez les amis, on va du côté. Alors c'est une info qui m'a fait un petit peu sourire, même si c'est pas très très marrant, mais moi j'ai un petit peu souri. Il s'agit de cette révélation. Vous savez qu'on est en pleine crise sanitaire et j'apprends que certains joueurs NBA ont peur du vaccin anti-Covid-19. On rappelle que malgré les efforts de la NBA et de la NBPA, le syndicat des joueurs, la Ligue rencontre en ce moment divers problèmes. Ils n'arrivent pas à vacciner tous les joueurs de leur ligue contre le Covid-19. On rappelle que les équipes qui ont le plus de difficultés à se faire vacciner, alors je vais donner les noms. Le doc, tu es là? Tu m'écoutes, hein? Les joueurs des équipes. Tu m'entends, le doc, hein? Je vérifie juste que tu es bien là. Les équipes dont les joueurs ont du mal, ne souhaitent pas se faire vacciner, on compte dans les Nets de Brooklyn, les Knicks de New York, les Celtics de Boston, les Wizards de Washington et les Sixers de Philadelphie. C'est le média Basketball News qui donne ces précisions. De nombreuses sources de la Ligue ont décrit la situation comme un véritable dilemme dans lequel ils se battent la NBA se bat contre la désinformation concernant le vaccin anti-Covid-19. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui doutent encore de l'efficacité de ce vaccin. Voilà, j'ai cité les noms, ces équipes qui sont principalement dans la conférence Est, à savoir les Nets, les Knicks, les Celtics, les Wizards et les Sixers, selon, je l'ai bien précisé, le média Basketball News. Donc voilà. Oui, mais Phil. Oui, vas-y. Quelle est la particularité? Tu l'as dit, c'est des équipes de la façade Est et des grandes villes. Surtout, les grandes villes de la façade Est. Ouais. Donc, des grandes villes où on enregistre beaucoup d'informations et des informations qui circulent. Ouais. C'est vraiment, ça ne nous étonne pas. Moi, ce sont des êtres humains avant. Ce sont des êtres humains qui regardent tous les informations qu'il y a sur des gens qui ont. On parle des étudiants morts après avoir été vaccinés, on parle des infirmières malades, décédées, je sais pas. Il y a tellement de trucs qui tournent sur le net. Quand on voit que eux, c'est une génération aussi qui s'informe par les réseaux sociaux. Donc, avec tout ce qu'ils tournent, que ce soit dans les réseaux et dans les médias, ce sont des êtres humains qui ont leurs doutes. Donc, il y a un travail de la NBA pour rassurer. Et encore, est-ce que c'est rassuré à 100%? Parce que on ne sait pas réellement. On ne sait pas réellement ce qu'on devient plus tard avec ce vague. On n'en sait rien. Donc, mais le seul truc qu'ils doivent savoir, c'est que pour jouer et pour qu'on arrête de les couper avec le protocole sanitaire, ils vont devoir passer par là. Ils vont devoir se faire vacciner, effectivement. Ils vont devoir, malheureusement, heureusement, ça dépend de quel côté on se place, mais on va dire plutôt heureusement,
Effectivement. Ils vont devoir se faire vacciner. Donc voilà un peu pour cette petite info, cette partie info que je souhaitais partager avec vous. Donc ONP, est-ce qu'il y a une information que tu voudrais évoquer dans The Big NBA Show avant que j'enchaîne avec la deuxième partie sur Norman Powell? Est-ce que tu veux parler de quelque chose en particulier? Non. D'accord. J'ai un petit peu parlé de Norman Powell. On a un peu brossé vite fait le tour. Il y a des matchs ce soir, donc on voit ce que ça donne. Moi, je regarde un petit peu les formes des équipes. Comme je parlais de Denver, Ouais. Chicago a du mal encore à se lancer avec sa nouvelle équipe. On verra, mais après, avec les petits pépins de Zach LaVine, l'équipe n'est pas encore bien fixée. Oladipo commence ce soir. Kendrick Nunn est absent, mais Oladipo joue ce soir. Donc, à Miami, j'ai hâte de voir parce que Miami commence à être stable au niveau pépin physique. Et on voit bien que ça prend forme de ce côté-là avec leur nouvelle recrue. On verra bien ce qui se passe. Et voilà. On a juste hâte de voir comment les nouvelles équipes et aussi Drummond commence ce soir, je pense. Drummond commence ce soir. Et Drummond ne commence pas de la meilleure des façons parce qu'il tombe sur le numéro 3 de la conférence Est Milwaukee qui, en général, dans ce genre de match, ils ont Giannis qui aime bien broyer, passer à la broyeuse aussi en face de lui. Donc ça va être un bon début pour lui. Je pense qu'il va commencer de la meilleure des façons. Donc j'ai hâte j'ai fait une sieste spécialement pour voir les débuts de rentrer tout le monde à 4h. Ouais, on a hâte de voir comment ça va évoluer. Allez les amis, on va enchaîner avec la deuxième partie et les pensées très fortes de notre cher Norman Powell, qui est donc maintenant du côté des Blazers de Portland. Restez bien connectés, on enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne donc avec cette deuxième partie qui concerne donc les pensées de Norman Powell, donc nouveau joueur du côté des Blazers de Portland, Norman Powell, qui s'est exprimé dans le média de Players Tribune. Alors je vais lire bien entendu la lettre, puisque c'est une lettre adressée aux fans de Norman Powell. Alors si je bégaye un petit peu, c'est que vous aurez remarqué qu'il y a une traduction qui m'a sauté au niveau du cerveau, mais je pense que globalement vous devriez comprendre ce qu'il veut dire en tout cas. Alors Norman Powell, il commence par dire comment remercier les fans, comment remercier une organisation entière, ou comment remercier une ville entière, ou alors un pays tout entier. Normalement, logiquement, vous avez compris qu'il a une grosse pensée pour les Toronto Raptors. Il dit cette carrière, 6 ans de carrière en tant que Raptors, c'est les meilleurs moments de ma vie. Et lorsque je m'engage dans cette nouvelle page de ma carrière, celui de devenir un Blazer, je voulais juste vous faire part de quelques pensées pendant qu'elles sont encore bien fraîches. Il a déclaré concernant le trade, ce trade a été un choc pour moi, il faut que je vous le dise. Et il dit, l'après-midi de la date limite des échanges, vers 12h45, j'ai reçu un SMS de Fred VanVleet me demandant si j'avais entendu quelque chose. J'ai répondu non, rien. Je pense que j'ai passé un ou deux coups de fil après ça. J'ai demandé autour de moi, mais c'était toujours calme. Il y avait beaucoup d'allers-retours de ce genre. Et puis mon téléphone a commencé à sonner de toutes parts. Portland, c'est ce que j'ai vu dans le premier texto que j'ai lu, et j'ai su instantanément ce qui se passait. Je ne dirais pas, il dit, je ne dirais pas que je n'avais aucune idée qu'un échange pourrait être sur la table me concernant. Je comprends la façon dont les choses se passent en NBA, c'est du business. Je connaissais ma situation ainsi que celle de l'équipe. J'arrive à la free agency, nous étions 11e à l'Est.
et je suis dans une position où je peux aider un prétendant. Et bien entendu, je le ferai. Et ils sont dans une position où ils veulent peut-être rajeunir et ils l'ont fait. Voilà, donc ils parlent des Raptors. Le doc, tu m'entends bien, hein, Toujours. Voilà, super. Donc j'enchaîne avec Norman Powell. Il dit, mais même avec tout cela, ça m'a quand même pris au dépourvu. C'est-à-dire, même si je sais, même si je suis au courant de la façon dont se passe le business en NBA, j'ai quand même été surpris. J'ai quand même été choqué. Pas seulement à cause de la façon dont j'ai joué cette saison, mais aussi à cause de la situation globale de notre équipe, que ce soit moi, que ce soit Fred VanVleet, que ce soit Pascal Siakam. Nous avons tous grandi ensemble dans cette équipe. Nous avons tous à peu près le même âge. On est comme des larrons en foire. J'ai vraiment senti que notre groupe, plus OG Anunoby, était destiné à être la prochaine grande équipe des Raptors. Donc je dirais que pour moi, c'était probablement l'aspect le plus amer de tout ça. C'était assez étrange, hein. L'une des choses les plus étranges, c'est que j'ai été à Tampa pour la dernière saison en tant que Raptors. Et puis, j'ai été échangé juste au moment où les Blazers étaient sur le point de jouer à Tampa contre les Raptors. Le doc, tu te souviens que pour le premier match de Norman Powell avec les Blazers, il s'est trompé de côté. Hein. Tu as vu ça? Hein, tellement ce côté attaché à son équipe, c'est tout à fait normal. Donc, il le dit lui-même, il y a ce côté un petit peu étrange où il devait jouer à Tampa et puis voilà, le premier match des Blazers où il est échangé, ça se passe à Tampa. Donc, il dit, comme j'avais toujours ma place, j'ai pris ma route habituelle pour aller à l'hôtel où on se faisait tester. Mais maintenant, au lieu d'aller à gauche, où les Raptors se testent, je devais aller à droite, où ma nouvelle équipe allait se faire tester. Au lieu d'aller au niveau 3, j'avais ma réunion d'équipe au niveau 2. Juste des petits trucs comme ça. C'est un sentiment assez bizarre aussi rapidement. En fait, voilà à quel point c'était bizarre. J'ai fait exprès d'arriver un peu en retard dans l'espoir d'éviter de croiser les yeux de mes ex-collègues et de vivre d'autres émotions. Mais bien sûr, vous pouvez bien cacher ce que vous voulez, mais c'est une manœuvre qui ne marche pas toujours, c'est bien qui ne marche même jamais. Il dit quelques minutes après mon arrivée, un groupe de joueurs des Raptors a commencé à se montrer. Je pense que c'est à ce moment-là que ça a commencé à me toucher et j'ai vraiment eu beaucoup d'émotions à ce moment-là. C'était vraiment terminé, cette relation avec les Raptors. J'ai tenu bon pendant un moment. J'ai vu OG Anunoby, j'ai eu une bonne conversation avec lui. Il était également confus au sujet de cet échange, mais nous l'avons décomposé ensemble. Je pense que cela nous a un peu aidé. Beaucoup d'autres gars de l'équipe sont venus, j'ai parlé avec eux, tout le monde voulait le meilleur pour moi à Portland. Puis j'ai vu l'un de mes entraîneurs adjoints préférés, il s'appelle Jama Mahalela. Jama est venu vers moi, il était aussi mon tout premier entraîneur quand je suis arrivé aux Raptors. Il me connaît très bien depuis la Summer League et j'ai passé beaucoup de temps à travailler avec lui et de très près, et il est venu me faire un câlin et je l'ai entendu, j'ai entendu juste sa voix, il essayait de me rassurer, mais ensuite j'ai entendu cette petite fissure dans sa voix, c'était tout pour moi et après c'était fini. C'était un véritable déluge d'émotions, j'ai commencé à m'effondrer en pleurs. Tous les souvenirs que j'avais retenus pendant ces 2 derniers jours sont revenus en courant. Jama et moi, on avait fait une promenade dans le hall, nous avions eu une conversation à cœur ouvert, nous avions parlé de mon avenir, nous avions dit que c'était normal d'avoir ces émotions, nous avions dit que tant de changements que dans la vie peuvent finir par être des bénédictions déguisées. Puis on a croisé Kyle Lowry et je vais être honnête, j'ai dû pleurer un peu plus lorsque j'ai vu Kyle Lowry. Kyle Lowry, je le rappelle, il nous rappelle Kyle Lowry avec DeMar DeRozan a été un vrai mentor pour moi. Il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Quand je l'ai vu, il m'a pris dans ses bras, il m'a laissé exprimer toutes mes émotions et puis il m'a donné un dernier morceau de sagesse de sa part. Il m'a dit « Tu feras toujours partie de l'histoire des Raptors ». Et puis je suis tombé sur Fred VanVleet. Il dit « Quand j'ai croisé Fred, ça faisait 1 minute que j'avais pleuré. Et si vous avez déjà pleuré comme ça, vous savez que même après que les pleurs soient séchés, vous ne pouvez pas tromper vous ne pouvez tromper personne ». Voilà ce qu'il dit.
La première chose que Fred dit quand il me voit, c'est Hey mec, tu étais en train de pleurer? Et puis moi, je baisse la tête et je commence à rigoler. Et Fred qui rigole aussi. Et il me dit c'est bon, mon frère, les voyous pleurent aussi, c'est cool. C'est cool, si tu pleures, c'est pas grave, c'est rien. Ce moment avec Fred, ça signifiait beaucoup. C'est mon meilleur ami. Au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il a été la force motrice derrière une grande partie de ma croissance aux Raptors en tant que joueur. C'est comme ça que ça a toujours été entre nous. Nous nous sommes poussés l'un l'autre en tant que compétiteurs. C'est sûr, c'est cette fin de deuxième tour qui nous a aidés. Cette mentalité d'outsider. Je veux dire que nous avons dû arrêter de jouer les uns contre les autres. Il a fallu l'interdire à cause de notre esprit de compétition, de toutes les petites bagarres que nous avions eues. C'était toujours l'amitié qui primait. Fred est un véritable ami pour moi et il va beaucoup me manquer. Je dois aussi donner un coup de chapeau spécial à DeMar DeRozan. Donc là, Norman Powell, il parle de sa relation avec DeMar DeRozan. On rappelle que DeMar DeRozan est aujourd'hui aux Spurs. Il est toujours aux Spurs, hein, le Doc Wenby. Il n'est pas encore parti. Oui, il est toujours aux Spurs pour le moment. Il est toujours aux Spurs pour le moment. Donc là, il parle de sa relation avec DeMar. Il dit l'héritage de DeMar DeRozan aux Raptors ne doit pas se perdre dans la masse juste parce qu'il est à San Antonio depuis quelques années. Je ne peux même pas commencer à mettre des mots sur l'importance de DeMar DeRozan aux Raptors. Tout d'abord, DeMar DeRozan était l'une de mes idoles absolues en grandissant. Si vous étiez un enfant du sud de la Californie à l'époque, comme moi, le parcours de DeMar DeRozan avant la NBA à Compton, puis à USC, est tout simplement légendaire. C'était comme si il y avait quelque chose... Il y a quelque chose d'énorme à dire là-dessus. Il y avait Kobe au sommet du monde du basket. Et puis, il y avait DeMar DeRozan qui faisait son truc au lycée et à l'université avec Kobe Bryant comme modèle. Et puis, il y avait nous tous, moi et mes camarades. Et il y avait au-dessus de nous, il y avait DeMar DeRozan. Tous les enfants de notre quartier voulaient apprendre les dunks de DeMar DeRozan sur YouTube. Puis aller à l'USC comme DeMar, Nick Young et tous ces autres joueurs. Et puis, j'arrive dans la ligue et je vais aux Raptors. Et je me demande si c'était sérieux. Et bien sûr, j'essayais de me la jouer cool. Je suis pas un imbécile, mais au fond de moi, je vous jure, on était dans une séance d'entraînement et je me disais, mince, voilà DeMar DeRozan, c'est lui, DeMar DeRozan. DeMar, je l'apprécie énormément. J'essaye. Il dit, DeMar, je t'apprécie énormément. J'essayais d'être comme toi. Juste après une mêlée, juste après un entraînement, j'appelais mes amis à la maison. Je leur racontais comment j'avais discuté avec DeMar DeRozan. Vous savez, vous n'allez pas le croire, mais je viens il dit, vous allez pas me croire, mais je viens de jouer contre DeMar DeRozan en 1 contre 1. Oui, il m'a fait chier pendant tout le match, mais j'aurais quand même pu le croiser, lui donner un petit coup pour qu'il empêche de me faire transpirer, mais voilà, c'était bien. Il dit, vous ne savez pas comment on dit ne jamais rencontrer son idole. Avec DeMar, ça ne pouvait pas être loin de la vérité. Il n'était pas seulement un mentor, il était un grand frère. Il dit, je me souviens de mon année rookie, juste au moment où je sentais que je commençais à être bon en tant que joueur NBA et que je prenais mon élan. Les Raptors m'ont envoyé en D-League et au début, j'étais tellement énervé, j'étais furieux. Dans ma tête, je me disais, mais comment est-ce qu'ils font de moi un joueur de D-League? Ils n'ont pas le droit de me faire ça. Avec le recul, c'était un vrai tournant. Je n'avais pas du tout l'intention de me faire envoyer en D-League et j'aurais pu facilement rester comme ça et garder cette mauvaise énergie. Ma carrière aurait été bien pire et c'est à ce moment-là que DeMar DeRozan m'a sauvé. Il a sauvé ma carrière. Avant que je ne quitte l'équipe, il m'a pris à part pour une petite discussion et il m'a dit, si tu n'as pas ta place en NBA G-League, il faut que tu le prouves. C'était tout simple, voilà. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'avais compris exactement ce que DeMar DeRozan voulait dire. J'ai fini par jouer au total 8 matchs. J'ai une moyenne de 25 points et je n'avais plus jamais regardé en arrière et j'étais revenu en équipe A. Il a déclaré, je suis excité parce que nous avons du côté de Portland. Et cet article, cette lettre s'adresse aussi s'adresse principalement à mes fans et mes amis du côté de Toronto. Mais avant d'aller plus loin, j'ai l'impression que je dois dire un mot sur mes nouveaux coéquipiers à Portland. Il dit, j'aime le fait que nous soyons sur la bonne voie. J'aime le fait que l'équipe soit allée me chercher
parce que nous sommes sur la bonne voie. On va se mettre au travail. Il a continué en disant « Il y a tellement de souvenirs que j'emporte avec moi, avec les Raptors. » Il parle de beaucoup de choses. Là, je vais un peu passer parce que c'est très très long. Il parle de quelques matchs qu'il a joué, quelques matchs marquants qu'il a joué avec les Raptors. Et il revient aussi sur... Alors, il revient sur une anecdote. Une anecdote très très intéressante que je vais quand même lire pour vous, c'est pas mal. Et Doc, tu es toujours là, hein? Le Doc est toujours là. Je vérifie la liaison avec le Doc ONP. Alors le Doc ne... Je suis toujours là. Super. Je suis toujours là, je t'écoute. J'ai juste coupé le micro D'accord. parce que je rangeais un truc. D'accord, ok. Je rangeais un truc dans ma cuisine. Ok, super. Non, mais je vérifie quand même parce qu'on sait jamais. Cette connexion-là, la connexion Internet, elle est assez très. T'avertis pas avant de se couper. Allez, je continue avec l'anecdote liée à Norman Powell. Il a dit il faut que vous compreniez quelque chose. Quand j'étais rookie, Delon Wright était aussi un grand frère pour moi. Delon Wright, il a dit lorsque j'étais rookie, juste un gamin avec un contrat de second tour, tout ce que j'ai porté toute la saison sont des survêtements de l'équipe et mes vieilles affaires de UCLA. Peut-être quelques Levi's doit avoir une précision. Là, lorsqu'il dit lors de son année rookie, il n'avait pas beaucoup de vêtements, hein, Norman Powell. Et il dit voilà, j'avais que mes survêtements de mon équipe d'université, mes vieilles affaires et puis c'est tout. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qui révèle Norman Powell. Alors quand ces vétérans, là il parle des joueurs des joueurs des Raptors à l'époque, quand il était rookie, il y a 6 ans de cela, il dit quand les vétérans me disent prends ce que tu veux, parce ils sont allés dans un magasin et puis on leur dit prends ce que tu veux, que je regarde les étiquettes et le prix et il voit que les prix des vêtements c'est genre $1,500 pour une paire de chaussures. Il dit, il fait genre je suis désolé, je peux pas faire ça et il le dit, c'est coéquipier dit mec, je n'ai aucune idée de ce que prends ce que tu veux dire. Je suis trop gêné pour dire quoi que ce soit à l'intérieur de moi. Je me dis d'accord, est-ce que vous me donnez une limite ou bien évidemment j'ai trop peur pour choisir quoi que ce soit car c'est mon pire cauchemar. Et c'est alors que Kyle Lowry et DeMar DeRozan qui étaient là me disent que voilà ils ont pas de stress, je peux prendre ce que je veux. Voilà, donc voilà une petite anecdote voilà où Kyle Lowry et DeMar DeRozan ont aidé Norman Powell à se fringuer tout simplement. Il évoque encore beaucoup de choses, hein, Norman Powell. Il parle aussi de cette année où ils ont gagné le titre. Il dit j'ai presque l'impression que cette partie de l'histoire, là il parle de la partie cette année 2019 où les Raptors ont remporté le titre. Il dit j'ai presque l'impression que cette partie de l'histoire qui concerne la saison du titre doit être la plus courte d'une manière étrange parce que vous connaissez tous très bien cette histoire. De plus, je raconterai probablement des histoires cette saison aussi longtemps que je vivrai. Il dit la première chose qui m'a marqué lors de cette saison, c'est l'échange de Kawhi. C'était la période la plus folle pour de vrai. La chose qui m'a le plus marqué à propos de l'obtention de Kawhi, c'est que selon les premières informations, les Raptors obtenaient Kawhi en échange de DeMar plus un joueur plus jeune. Pendant ce temps, aucun d'entre nous ne savait qui était ce jeune joueur. Donc pendant le temps qu'il aura fallu pour démêler tout ça, je me souviens plus combien de temps, je ne savais pas du tout si j'allais être échangé. Mon téléphone est saturé de gens qui voulaient savoir si j'allais être échangé. Le plus drôle, c'est que toute notre équipe a envoyé un texto de groupe. On s'est tous déchaînés. On se demandait si quelqu'un savait lequel d'entre nous allait être échangé pour bien entendu, pour que Kawhi Leonard rejoigne les Raptors. Ça a fini par être Jacob Poelt. Nous avons tous détesté voir cela parce qu'il était un autre de ces gars qui avait à peu près le même âge que nous et avec qui nous voulions construire cette chose extraordinaire sur le long terme. Bien entendu, perdre DeMar DeRozan faisait mal, mais en même temps, nous avons compris qu'un joueur comme Kawhi n'était pas bon marché et que c'est un business. Kawhi est un excellent coéquipier. D'ailleurs, je ne dis pas seulement parce que nous avons gagné un titre. Croyez-moi, du côté de San Diego, ils ne font pas des mauvais coéquipiers. Alors, il parle de l'université de Kawhi Leonard. Donc, il revient sur cette anecdote où il avait le Larry O'Brien Trophy
dans l'avion. Il dit j'étais avec Fred dans l'avion qui nous ramenait en Californie, à Toronto, en vol privé. Et nous regardions tous les deux, Fred et moi, comme des enfants dans un magasin. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc? Là, il parle de Larry O'Brien Trophy. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc? On essaie de penser au truc qu'on peut faire avec le Larry O'Brien Trophy à 30 000 pieds dans les airs. J'aimerais pouvoir dire qu'on a eu des idées géniales. Bon, on s'est contenté de prendre des photos de l'autre. On s'est contenté de prendre des photos, tout simplement des poses idiotes avec le Larry O'Brien Trophy. Donc voilà un peu quelques trucs assez marrants. Et puis voilà, la dernière partie de sa lettre, c'est un message de remerciement à l'attention des fans des Raptors et bien entendu à l'attention des fans des Spurs et des fans de NBA en général, où il a dit: je veux remercier le peuple de Toronto, le peuple canadien, etc. Je veux remercier Drake, etc. Voilà, il dit merci à tout le monde. Voilà un peu pour cette lettre de Norman Powell que j'ai essayé de brosser. J'ai essayé de partager les moments les plus intéressants de sa prise de parole dans le média de Players Tribune. Donc NP, tu peux nous rejoindre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu, quelque chose que tu savais pas, quelque chose qui t'a plu? Non, mais je savais pas déjà qu'il était de Compton un petit peu. Et je sais que de ce côté-là, ils ont conduit pas mal de gros joueurs, mais que DeRozan était vraiment une légende. Ouais. Je sais qu'il était reconnu comme ceux qui viennent de la Californie, mais il y en a, Lillard, Paul George et tout le reste. Mais je savais pas que DeRozan était vraiment une idole à ce point du côté de la ville de Los Angeles. Et après ça, je retrouve des émotions d'être humain. Et c'est intéressant parce que ce sont des trucs de joueurs, hein. Ce sont des trucs de joueurs, et ce qu'il a vécu, il y a plein de joueurs qui pourraient raconter. En plus, tu as dit que c'était tellement long, mais je suis sûr qu'il y a tellement de trucs à dire. Ce que ces mecs vivent ensemble, ce que ça crée entre eux comme émotion, comme amitié, comme amour, comme souvenir. Ouais. On les voit toujours sur le terrain, juste se battre derrière la balle. Mais derrière tout ça, il y a des émotions, hein. Certains pleurent, certains vivent des trucs atroces, des trucs bien, ils sont soutenus. Il y a des petites guéguerres, mais au final, tout ça reste des souvenirs forts. Hein. Ouais. Tout ça reste des souvenirs très très forts qui font que ce sont des êtres humains. Ouais, ce sont des êtres humains. Si vous voyez quelqu'un qui va être aidé dans une équipe où il a plus de chances de jouer des playoffs, mais on voit bien que malgré l'argent qu'il va gagner, malgré l'argent et tout, il y a d'abord tous ces souvenirs qui prennent le dessus. Beaucoup se disent ouais, moi tant que je gagne mes sous, en plus je vais jouer à Portland, moi ça va. Mais non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans leur vie. Il n'y a pas que ça. Mais à the end of the day, comme disait Mopo, ce sont des professionnels. Il est arrivé à Portland, il a enchaîné directement. Là, je pense en deuxième ou premier match, il n'y avait pas Lillard, il a mis plus de 20 points avec McCollum, son deuxième match pour devoir gagner contre Orlando. Donc, il est déjà rentré dans le bain. Donc, malgré tout ça, il reste professionnel. Il est passé à sa dévotion pour sa nouvelle équipe. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc voilà un petit peu, voilà ce qu'on pouvait dire sur la prise de parole de Norman Powell. Si vous souhaitez réagir sur un élément bien entendu de cette prise de parole, n'hésitez pas à nous faire signe sur les réseaux sociaux. On n'hésitera pas à réagir. Donc voilà, on souhaitait partager avec vous. Cela, ça ressort un petit peu du côté basket à tout prix, mais voilà, on rentre un petit peu dans l'esprit d'un joueur et ça fait plaisir lorsqu'on a des petites anecdotes comme celle que j'ai pu partager. Celle que j'ai vu partager avec vous. Moi, j'ai bien apprécié aussi celle où il parlait de ces vétérans qui nous aidaient à acheter des vêtements pour son année rookie. C'était pas évident. On sait pas, il y a de la galère lorsque vous commencez.
n'êtes pas tous friqués tout de suite. Hein. C'est pas évident. Voilà. C'est difficile au début. Il faut travailler dur. Il y a aussi la période où il a été envoyé en NBA G League. Voilà, il avait très très mal vécu, mais il a pu rebondir. Voilà, Demar DeRozan l'a bien aidé. Il a rebondi pour revenir. Puis voilà, il s'est imposé comme un des meilleurs joueurs de cette équipe. Et aujourd'hui, il est donc du côté des Blazers. Voilà pour Norman Powell, le Doc ONP. On enchaîne avec la dernière partie de cette émission. On pose la question, le Doc ONP. Quelle est la place de Russell Westbrook dans l'histoire de l'NBA? Comment est-ce que vous le classez? C'est un joueur inclassable, hein, tout simplement. Alors, je vais commencer par lire les déclarations de Russell. Le Doc, tu es là, hein? Je lis les déclarations de Russell Westbrook lors de son dernier match. Le Doc, tu es là? Je vérifie la liaison. Je vérifie Russell Westbrook qui, face aux Hornets, c'est un match perdu, hein, malheureusement. Pour Russell Westbrook. Ah, je vois une petite news de Doc ONP, ça va te plaire. Je partage ça avec toi rapidement. C'est le fil rouge des news NBA. Il s'agit d'une info concernant les Sixers et Joel Embiid qui sera sur le banc pour le prochain match des Sixers face aux Cavs. Voilà, Joel Embiid revient sur le banc. Ça, c'est bon à savoir, hein, le Doc, hein, pour le retour. Le retour de Joel, hein. Il sera demain sur le banc. Voilà, je viens de voir, c'est passé sur mon tableau de bord là. Donc, je parlais donc de Russell Westbrook. Russell Westbrook je rappelle ses stats encore lors du dernier match perdu face à une équipe bien organisée des Hornets. Le MVP de ce match, c'était Gordon Hayward avec 26 points, 11 rebonds, mais Russell Westbrook a encore était incroyable individuellement avec 22 points, 15 rebonds, 14 passes décisives. Alors Russell Westbrook, on ne le présente plus, mais il a réagi à des déclarations de Stephen A. Smith qui regrettait le fait que Russell Westbrook ne puisse pas jouer dans une équipe lui permettant de remporter un titre NBA. Et Russell Westbrook a déclaré: je connais beaucoup de champions NBA qui sont misérables et qui ne font rien pour les autres, ni pour les gens du monde entier. Je joue au basket depuis toujours. Il est capital de ne pas laisser les gens vous dissuader de vos objectifs, de votre plan. Le meilleur exemple, ce sont les matchs universitaires que je regarde. On dit n'importe quoi sur ces gamins à la télévision. On ne connaît pas ces jeunes, ni leur famille, ni d'où ils viennent, ni ce qu'ils ont traversé. On ne connaît pas leur peur ou leur douleur. Mais ce qui est dit à la télévision peut déterminer notre vision de ces gamins, ce qui va influencer leur façon d'atteindre leur but. Peut-être qu'un de ces gamins ne sera pas drafté, qu'il ne pourra pas se prendre soin de sa famille et ainsi créer de la richesse pour sa communauté. Cela va bien plus loin que le basket. Ma vie est concentrée sur ce sujet-là. Ma femme l'a dit, je reste en retrait, je ne parle pas beaucoup car je n'aime pas polémiquer avec les gens. Mais il y a une chose que je ne vais plus tolérer, c'est qu'on raconte des histoires de merde sur mon compte. J'essaie d'aider les gens dans le monde entier avec ma position et personne ne peut m'enlever ça. J'ai la chance d'être dans cette position. Un titre NBA ne changera rien à ma vie. Je suis heureux, je suis un champion depuis que je suis arrivé en NBA. Alors ça, c'est la phrase qui me plaît, qu'il faut marquer d'un fer rouge dans le débat de cette dernière partie. Russell Westbrook qui a dit: je suis un champion depuis que je suis arrivé en NBA. J'ai grandi dans la rue. Je suis un champion. Je n'ai pas besoin d'être champion NBA. Je connais beaucoup de champions NBA qui sont misérables et qui ne font rien pour les autres ni pour les gens du monde entier. Mon héritage n'est pas celui du terrain car je vais jouer au basket toute ma vie. Mon héritage, c'est ce que je fais en dehors des parquets. Et j'aide les gens, je les inspire. C'est pour ça que je continue à jouer. Et c'est important de ne pas laisser la négativité s'installer. Je prends le côté positif des choses et c'est comme ça que ça se passe. Voilà la déclaration de Russell Westbrook. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec sa décision d'avoir rejoint les Wizards de Washington, on a du mal. Aujourd'hui, on va pas dire que c'est cette année que Russell Westbrook va gagner un titre NBA, mais il faut jamais dire jamais. Il pourra rejoindre un jour une équipe candidate pour le titre. Pourquoi pas. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui. Comment est-ce que vous classez Russell Westbrook? Est-ce que pour vous, c'est le meilleur meneur de l'histoire, le meilleur
scoreur? Est-ce qu'il fait partie des meilleurs scoreurs de l'histoire? Est-ce qu'il fait partie des meilleurs meneurs pour vous? Est-ce que c'est l'un des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA? Comment est-ce que vous le classez? Vous le classez comme un arrière, comme un meneur, comme un rebondeur? C'est difficile, c'est difficile de se positionner. Mais on va poser la question déjà pour avoir un début de réponse. On va commencer avec le Doc. Le Doc, comment est-ce que tu positionnes? Quelle est ta réflexion par rapport à Russell Westbrook dans le classement des légendes de l'histoire de la NBA? Comment est-ce que tu le classes? Comment est-ce que tu t'exprimes quand on te pose la question? Oui, tu l'as dit, ce que Russell Westbrook a dit. Je suis un champion dès que j'arrive en NBA. On vient de parler des enfants de Los Angeles, des jeunes de Los Angeles qui ont percé. Lui aussi, il en vient. Et on voit bien quand Norman Powell te dit que eux, ils étaient tout gamins et ils voyaient ces gens-là. C'est un rêve. C'est-à-dire ils font rêver des gamins. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Donc, parce que tout le monde l'a dit, hein, Chris Paul y compris, Chris Paul qui est assez critique souvent, qu'en dehors du basket, c'est peut-être le mec le plus gentil qu'il ait connu. C'est un mec super humain. Sur le terrain, il n'aime pas perdre, il rentre sur le terrain, il se bat à fond, avec ses défauts, ses bons côtés comme ses défauts, mais il y a un truc où tout le monde est unanime, quand il rentre sur le terrain, il ne rentre pas pour marcher. Il donne tout ce qu'il a avant de sortir. Quand tu parles du match d'hier, le match était déjà plié, Russell Westbrook a joué jusqu'à moins 10 secondes de la fin. Pourtant, il s'était encore mené de plus 10 ou plus 11. Le match était plié. Donc, il était toujours là pour tenter quelque chose. Et c'est ce que moi, je pense qu'on va retenir de ce mec. On va retenir de ce mec un guerrier. C'est-à-dire que quelqu'un qui est venu dans la ligue pour donner tout ce qu'il a. Moi, en tout cas, c'est ce que je retiendrai. Il a perdu des matchs, il a fait des bourdes, il a des défauts. Mais au final, c'est nous qui avons vécu un peu le basket des années 90, 2000 aussi. Il me rappelle un homme d'honneur. Je me demande si Russell Westbrook n'est pas arrivé trop tard dans le monde. Ça aurait été un joueur typique des années 90. Oui, c'est pas faux. Russell Westbrook aurait été un joueur typique des années 90. Comme Damien Lillard d'ailleurs. Je prends un autre exemple. Le genre de mec qui relève le défi qui est en face de lui. Prend ce qui lui est donné. Il prend ce qui lui est donné. Forcément, ce sont des mecs qui s'asseyent avec leurs dirigeants et disent est-ce qu'on peut ramener quelqu'un, est-ce qu'on peut renforcer comme ci, comme ça, mais si c'est pas possible, il ne pleurniche pas. Il prend le défi qui est présenté. J'en discutais encore ce matin dans un groupe de basket sur WhatsApp avec des potes où je disais mais il faut quand même respecter ce mec. Quand il arrive à Washington, vous connaissez combien de stars NBA là qui accepteraient ça? Combien qui seraient restés? Beaucoup auraient dit, écoutez, Washington, on m'a tradé chez vous, mais moi, je n'aurais pas trouvé déjà le moyen de m'échanger quelque part pour votre bien. Moi, je ne jouerai pas chez vous. Et je peux dire 99,9% des stars auraient fait ça. La preuve, on ne va même pas chercher que sur les stars. On a vu des simples gars, simples, parce qu'il est en fin de carrière, comme Iguodala, refuser de jouer à Memphis, qui est pourtant une franchise très très sympathique. Tu peux jouer en attendant. Il y en a qui ne veulent vraiment pas jouer. Ils s'asseyent, ils disent, je jouerai pas pour vous. Donc, et on peut même dire que c'est Bradley Beal, qui n'était pas très content de son état et qui était très demandé, finit par dire « je veux rester », je suis sûr que c'est dans sa relation avec Westbrook. C'est sûr que c'est en discutant avec Russell depuis le début de saison et en voyant cette mentalité que Bradley Beal a sûrement décidé de finalement aussi rester. Ouais. Mais c'est très rare ce genre de mec. C'est ce qu'on appelle un homme d'honneur. Peut-être que c'est le dernier des hommes d'honneur de cette ligue. Ouais. Comme tu l'as dit avec Damien Lillard est un peu plus jeune que lui. Ouais. Donc, à partir de là,
Russell Westbrook a atteint l'âge où il a eu le MVP. Il a eu des titres. Il est déjà Hall of Famer parce qu'il va battre le record de Oscar Robertson. Il a déjà tout fait. Donc, il a l'âge que beaucoup, dans les années 90, atteignaient et pouvaient très calmement aller s'associer avec de grands joueurs pour chercher le titre. Ouais. Personne ne lui en voudrait. À l'instant T ici, il a déjà donné. Mais je voulais te poser la question. Excuse-moi, je te coupe pas dans tes idées, mais ça va t'orienter. Moi, j'ai envie de te poser cette question parce que c'est vrai que lorsqu'on pose la question, quelle place vous donnez à Russell Westbrook dans l'image, dans l'histoire de l'NBA, c'est vrai que il est tellement difficile à classer qu'on ne peut que se contenter, entre parenthèses, de cette expression, c'est un guerrier, voilà, c'est le mec qui donne tout. Mais lorsqu'on a envie on se demande, mais on va le classer où, Russell Westbrook? Je dis un truc bête et méchant. Kobe Bryant aujourd'hui, paix à son âme, est toujours considéré comme un joueur dans le top 10. Top 10, sinon je dirais pas top 5 ou top 3 des GOAT de la ligue. Comment est-ce que tu classes un joueur comme Russell Westbrook? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire quoi? Que c'est le top, il est dans le top 5 des meilleurs meneurs de l'histoire de la ligue? Comment est-ce que comment est-ce que tu classes ce joueur? Au-delà, bien entendu, de la sympathie que l'on a par rapport à son engagement, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Comment est-ce que tu défais le schmilblick? Non, mais le problème de Russell Westbrook est le problème de beaucoup de joueurs hybrides de maintenant. Et il y a un deuxième problème, c'est qu'on juge tellement les joueurs avec les titres aussi. Mais comme je disais dans ce même groupe, dans quelques années, vu ce que la NBA réserve à Oscar Robertson comme fleur, il est considéré comme un joueur jamais vu. Moi, je disais combien de fois ça va être pour Russell Westbrook. Si on est logique, parce que on est dans une période où on juge aussi sur les réseaux sociaux, chacun a son mot. Avant, il y a des joueurs où on n'a pas vécu, franchement, sur les réseaux sociaux, leur vie. On les a jugés sur les informations qu'on a, c'est-à-dire les informations de basket. Donc, là, maintenant, on est dans un jugement de réseaux sociaux. Je peux te dire que, grâce à ce jugement de réseaux sociaux, j'entends même certains qui mettent Steph Curry top 3 des meilleurs meneurs all-time. Et je peux te dire que tu parles de ça à des anciens, ils vont te dire c'est une hérésie. Pourtant, actuellement, là, quand on est dans l'émotion présente, quelqu'un va te sortir des preuves de ça. Mais parce qu'il est dans l'émotion présente. Un mec comme Russell Westbrook, moi, je te dirais par rapport à son œuvre, je vais le classer forcément devant Oscar Robertson. Moi, je le dis clairement. Pourquoi? Parce que beaucoup vont me dire il manque le titre. Je dis mais c'est devenu trop facile de prendre le titre. Russell Westbrook pèse des millions. Il a un gros salaire depuis quelques années. Ça ne lui coûte rien de baisser son salaire et d'aller toucher 5, même 10 millions. Une équipe de compteurs ils vont payer. Ça lui coûte rien d'aller s'asseoir et de devenir un role player qui va aider en se disant je veux ma bague. Et il va apporter ses petits 8 points et comme c'est un grand passeur, il va retourner comme à 8 passes, il va prendre 5 rebonds et au bout du truc, il aura une chance d'avoir une bague. Ça, c'est clair et net. Mais est-ce que c'est comme ça que on retient? Est-ce que c'est ça qu'on peut retenir d'un grand joueur? Peut-être que dans 3 ans, comme tu l'as dit, peut-être que dans 3 ans, il n'aura pas de... Mais dans 3 ans, il sera encore plus vieux parce qu'avec tous les efforts qu'il fait, il va se fatiguer peut-être plus vite que les autres. Et que dans 3 ans, il va aller s'asseoir chez un contender avec l'énergie que Jason Kidd avait à Dallas. Jason Kidd, personne n'y croyait plus. Personne n'y croyait plus. Mais il a eu sa chance
à Dallas, il a participé, même si il y avait un patron, il y avait tout un effectif autour, il a participé. Il a participé en mode qui? En mode Russell Westbrook. Même en apportant moins offensivement, mais en apportant du playmaking et une défense qu'on lui connaît. Il est assez malin, Jason Kidd. Donc, pourquoi pas Russell Westbrook d'ici 3-4 ans se retrouver dans cette situation, dans un gros contender, et prendre sa bague et dire, voilà, j'ai fait tout ce que j'avais, j'ai donné, et finalement j'ai pris. Pourquoi pas? C'est pour ça que je dis, le juger maintenant, moi, à titre individuel, je peux pas le classer, mais je peux dire un truc, pour moi, il sera classé devant des mecs comme Oscar Robertson. Il va éteindre son record avant la saison prochaine. Il va l'éteindre, il est sur les bases. Il pourrait même ne faire que ça. Il pourrait même se dire maintenant, le reste de ma saison, il faut que je fasse 20 triples-doubles sur les 40 matchs, les 30 matchs restants. Et Phil, Dieu sait qu'il en est capable. Parce que je vais vous dire, le mec, il fait des passes là avec une équipe de finisseurs moyens. Je sais même pas si les gens se rendent compte quand quelqu'un fait 20 passes. Quand tu regardes l'effectif autour, il n'y avait même pas Bradley Beal. Tu te dis, il faisait des passes sur qui? Il n'a pas des KCP, il n'a pas des Joe Harris, il n'a pas des Middleton autour de lui quand il fait ce genre de performance. Donc, il faut vraiment faire la bonne passe pendant 40 minutes. Il faut vraiment mettre ses coéquipiers en confiance et dire, sois prêt et tu vas marquer sur ma passe. La passe décisive, ce n'est que quand l'autre marque. Sinon, tout le monde serait un super passeur. Il y a eu des super passeurs, mais quand tu es dans un effectif où les mecs ne marquent pas, Harden l'a dit, ce soir contre Houston, moi je prévois que Harden nous fasse une performance de plus de 12 passes. Mais Harden, il le sait parce il va lever 2 alley-oops sur DeAndre Jordan, il va lever 1 sur Blake Griffin, il va donner à Kyrie Irving 3 fois, et ainsi de suite. Et ça va aller très très vite. Ça on peut le garantir. Mais Russell Westbrook, dans la situation où il est, il faut vraiment être un très bon playmaker. Et c'est un meneur qui est très athlétique, mais les rebonds, il faut savoir se placer. On peut tout dire, mais il faut être très bien placé. Pour les rebonds, si tu n'es pas bien placé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Donc, même si on peut l'accuser de vouloir trop aller chercher ça, souvent on peut l'accuser de ça. Phil, au bout du compte, on ne peut pas nier qu'il le fait et physiquement, il tient. Je disais à un pote ce matin, la différence, parce que c'est un pote qui a joué en National 3 et National 2 aussi un petit peu. Je lui dis la différence entre toi et un mec de Pro A, c'est que physiquement, il fait des trucs que tu peux pas faire. Tu as la technique, mais physiquement, tu peux pas faire ce que lui fait. Mais Russell Westbrook, il fait tout ça sur la plus haute marche du monde. C'est une performance physique sur plusieurs années incroyable. C'est incroyable. Et c'est pour ça qu'on retient Oscar Robertson. Aujourd'hui, on dit Oscar Robertson était le meilleur en points. Mais il était parmi les meilleurs en passes. Dans les rebonds, il était aussi là. Oscar Robertson s'est déplacé pour saluer Russell Westbrook. Pour le saluer. Pour lui dire, écoute, tu as battu mon record sur une saison. Donc, moi, je pense que ce genre de mec, il est déjà Hall of Famer. Moi, quand on me demande ce que je lui dis, moi, déjà, c'est un Hall of Famer en activité. Ça fait partie des joueurs qui peuvent dormir tranquille. Il sera Hall of Famer, quoi qu'il se passe. Maintenant, ce que je retiendrai pour le classer, parce que actuellement, les meneurs hybrides, certains sont plus des scoreurs, on les appelle meneurs, ils jouent plus des postes 2 ou 1. Moi, ce que je retiendrai, c'est de me dire que Russell Westbrook, en meneur pur, c'est-à-dire des meneurs qui savent distiller, mais marquer quand il faut, il sera forcément pour moi dans le top 10. Dans le top 10. Dans le top 10. En tout cas, il sera forcément. Après, pour classer, ça va être compliqué. Parce qu'il y a chacun à son avis. Mais moi, je parle vraiment des meneurs. Parce que quand moi, tu as parlé avec moi ici plusieurs fois, quand on me demande, moi, je classe Jason Kidd devant beaucoup de meneurs dont on me parle. Moi, si on me demande que mon avis, à moi, j'ai même blasphémé en plaçant Jason Kidd même à côté ou devant Magic Johnson. Mais c'est mon avis, c'est mon opinion à moi. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui savait
malgré le petit effectif qu'il avait, Jason Kidd, même devant les effectifs moyens, il te sublimait les joueurs. Magic pouvait forcément le faire, mais il a malheureusement ou heureusement pour lui joué que devant des finisseurs hors pair. Devant des finisseurs hors pair. Donc, on ne pourra jamais savoir si devant une équipe moyenne, très moyenne, il peut le faire. Mais Russell Westbrook, moi, je le vois faire. Je le vois faire ça. L'année où il prend son titre de MVP, il faut le faire quand même. Il a un effectif qui n'est même pas censé aller en play-off. C'est vrai. Mais il finit en triple-double. Il finit en triple-double, meilleur marqueur, parmi les meilleurs passeurs et parmi les meilleurs rebondeurs de la ligue. On fait comment? Donc, moi, c'est pour ça que je le classerai après, mais déjà, pour moi, il est Hall of Famer. Et là, vu son impact, je parle des meneurs purs, pas des combos guards. Pour moi, je le vois déjà dans le top 10. Si on peut me gratter 11, 12 places, oui, peut-être 12. Mais je le vois déjà dans le top 10. C'est pas mal. Donc, NP, tu as apporté un début de réponse. En tout cas, moi aussi, je suis arrivé à cette conclusion. Même, je voulais te l'entendre dire. Je pense clairement que Russell Westbrook doit être certainement être classé dans le top 10 des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA. C'est un joueur tellement fort, en tout cas, sur le plan individuel, tu l'as dit, mais il a aussi ce côté atypique que l'on connaît et qui fait son charme. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, NP, c'était un programme très très intéressant pour cette reprise. Je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, j'ai apprécié. Sauf si tu veux réagir sur autre chose. Non, c'est bon. On a vraiment brossé. Pendant 1h30. Hein, donc, pour une bonne reprise, c'est pas mal. Même si dimanche, on avait déjà fait une émission pas mal. Ouais. Donc, mais pour le retour de NBA. Donc moi j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi j'ai vraiment apprécié. Alors le Doc on Pitch, c'est une proposition que je voulais te faire, vu qu'on a un petit peu décalé cette semaine, hein, on a tout décalé à cause de nos petits soucis. Ce que je voulais te proposer, c'était que on puisse faire NBA No Limit vendredi. Là, ça dépend de toi, hein. Si vraiment tu es dispo pour vendredi, on pourrait le faire vendredi. Tu sais, maintenant, ici, on est dans un couvre-feu, dans un confinement, ouais. Tu es à la maison forcée, quoi. On est dans un mélange de tout ça. Ouais, c'est pas évident. Non, je suis de tout cœur avec toi, Doc Onpi. C'est pas évident pour nous aussi, mais c'est clair que j'ai écouté le discours de Macron à 20h. J'ai écouté et puis j'ai compris tout de suite que ça va pas être évident. Ça va être un peu chaud là pour vous. Dans les prochaines semaines. Mais bon, voilà, on te fera un petit peu de radio, ça te fera de la compagnie pour vendredi. Et dimanche, on fera un Total Africa. Et dimanche, on se fera un Total Africa comme à l'accoutumée pour reprendre un petit peu les classiques de la semaine. D'accord, pas de souci de mon côté. Super, le Doc ONP. Merci d'avoir été avec nous. C'était le Doc ONP depuis Angers, avec nous sur le parquet de la Radio Off. Ciao le Doc. Allez, à vendredi. Soirée à tout le monde. Merci à toi, le Doc ONP. Voilà, c'était le Doc avec nous depuis Angers. Et bien entendu, vous savez qui je suis. Vous savez que c'est Oncle Phil Basket, bien positionné pour animer ce talk show. Radio Hall of Fame Basket est de retour. Et nous allons continuer à animer cette plateforme digitale dédiée à l'NBA. On rappelle, diffusion des lives exclusivement sur WhatsApp. Voilà, nous diffusons bien entendu nos podcasts sur tous les réseaux, tous les supports de communication que vous connaissez déjà, toutes les applications de diffusion de podcasts. Vous pouvez écouter nos podcasts aussi sur notre site internet. Mais pour ce qui est des directs live, nous avons décidé de changer notre business model. Nous diffusons exclusivement sur WhatsApp, tout simplement parce que la majorité de notre cible, tout simplement, on rappelle, nous sommes une radio dont la cible est plus suivie, on va dire ça comme ça, par la communauté de fans africaines de basket, à qui on envoie un gros big up. On rappelle qu'on est la première communauté de fans africains de basket et de NBA. Pour cela, vous n'avez qu'à rejoindre notre groupe Facebook qui s'appelle Radio Hall of Fame Basket, tout simplement. Voilà, plus de 30 000 membres déjà sur notre réseau.
et vous pouvez nous rejoindre et passer de bons moments avec nous. Donc voilà, on fait de la radio, on fait des médias, ça fait plus de 6 ans qu'on est dans cet exercice et c'est toujours un plaisir. Voilà, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Vous l'avez entendu avec le Doc ONP. Donc vendredi pour NBA No Limit, on aura le temps de publier un beau sujet de discussion dès demain. Donc voilà, allez les amis, je vous remercie encore d'avoir été connectés. C'était Oncle Phil Basket pour The Big NBA Show. Salut! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.